Salut à vous chers auditeurs, c'est l'heure de l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 29e journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Étienne se déplaçait en Corse et plus précisément à Bastia. Victoire sans appel, 4-0 et pourtant ce fut pas la meilleure prestation des Verts. Et on va revenir là-dessus au cours de l'émission. À côté de moi, Olivier. Salut à toi, Olivier. Salut Marco, salut tout le monde. J'ai cru que tu allais me parler de mes origines corses, que je n'ai pas. non, ça m'est pas venu à l'idée, tu vois. Voilà, donc on passera des morceaux musicaux dans cette émission Rock and Foot. On passera une page altiligérienne et elle est relativement conséquente, même s'il n'y a pas eu trop de championnats en R1 et R2. On passera une page agenda, on posera quelques questions autour de cette victoire stéphanoise en terre corse. On va essentiellement nous écouter là-dessus, chers auditeurs, et puis on clôturera l'émission avec les coups de cœur et les coups de tête. Après, ça n'a pas été simple de trouver des groupes corses pour illustrer notre émission, mais bon, voilà, j'ai quand même 3 ou 4 galettes à se mettre sous les oreilles. En tout cas, c'est parti pour 55 minutes d'émission. On commence tout de suite par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Donc avant de décrypter un peu cette rencontre, un petit mot sur la composition et les actions qui ont émaillé cette rencontre. Donc Olivier Dalloglio nous avait ressorti son fameux 4-3-3 qu'il utilise depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, avec donc dans les buts évidemment Larsonneur. Dans la charnière, c'était Nadé et Batobinsika. Arrière gauche, Léo Petro. Arrière droit, Yvan Masson. On avait donc 3 joueurs avec une pointe basse composée de Thomas Monconduit, de Mouefek et de Dylan Chambaud au milieu. Et puis devant, côté gauche, Mathieu Cafaro. Côté droit, Irvine Cardona. Et dans l'axe, Ibrahim Sissoko. Alors cette équipe va changer puisque Mathieu Cafaro va rapidement se blesser. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé pendant cette rencontre. Donc on peut dire que c'est une histoire de penalty au début du match, puisque dès la première minute, Batobinsika va se rater. Ça va offrir une occasion dans la surface au Bastier. Et sur le centre, il va y avoir un duel entre Alfarella et Michael Nadé. Pour l'arbitre, c'est penalty, mais évidemment, vous l'avez vu peut-être, Larsonneur va magnifiquement arrêter le tir au but d'Alfarella. Donc le score reste à 0-0, mais c'est Bastia qui est mieux rentré dans cette rencontre, si bien que à la 22e, il y a une action assez litigieuse. Auparavant, j'ai oublié de dire, 15e minute, c'est Chambaud qui ouvre le score sur un corner rentrant contre le cours du jeu, on peut le dire. Un corner assez bizarre. Personne touche la balle, mais elle est suffisamment brossée pour venir dans le petit filet du gardien corse. Donc 1-0 pour l'AS Saint-Étienne. Évidemment, il y a une réaction des Corses. À la 22e, il va y avoir une énième glissade parce que sur cette rencontre, on a beaucoup glissé, surtout côté stéphanois. Donc c'est une glissade de Masson qui va lui aussi se rater comme tout à l'heure, et Larsonneur va sortir loin de son but, et c'est Petro qui va sauver sur sa ligne. Et puis juste avant la mi-temps, donc les Stéphanois vont faire le break avec un ballon de Mboukou qui a remplacé Cafaro, qui va donc juste avant la mi-temps, c'est une autre histoire de penalty. C'est un duel donc entre Mboukou et Tavares. L'arbitre voit penalty, là encore, et c'est Mboukou qui va transformer. 2-0 pour l'AS Saint-Étienne. Il va suivre à ça une séquence assez mouvementée, car les Corses reprochent à Mboukou d'avoir chambré la tribune de Bastia, un petit peu, alors que, on verra, c'est peut-être pas... On posera une question là-dessus. Donc ça a été assez mouvementé, la rentrée au vestiaire. Et
malgré tout ça, les Corses, il va pas y avoir forcément de grosses réactions des Corses en deuxième mi-temps. Faut dire que ça sera plus facile pour l'AS Saint-Étienne qui va pouvoir opérer en contre, pardon. Et à un peu plus de l'heure de jeu, c'est même les Stéphanois qui vont marquer un troisième but sur un 1-2 entre Mboukou et Cardona. Donc l'ancien Brestois va frapper des 20 mètres et trouver un petit trou de souris pour marquer dans le but corse, donc 3-0. Et puis à la 76e minute, sur une mésentente des Bastiers, Mboukou va se présenter devant le gardien et il va marquer le quatrième but de l'AS Saint-Étienne et son deuxième but personnel. 4-0, on va dire que le score est lourd pour Saint-Étienne face à cette équipe de Bastia qui avait bien démarré la rencontre. Et justement, on va analyser tout ça. De lui le petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute. Mais de lui le petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute. Un nouveau jingle qui fait référence évidemment à l'entraîneur stéphanois, puisque Dalloglio, on l'a découvert, ça veut dire de l'huile en italien. Donc on a pris la chanson de Réglisse pour illustrer qu'est-ce qu'a fait le coach stéphanois sur cette rencontre, de bien ou de pas bien. Donc je vais te demander, Marcos, deux, trois choix qu'il a dû faire sur cette rencontre, et tu vas me dire ce que tu en penses. Déjà, il met de l'huile et il faut que ça glisse, et ça n'a pas loupé, ça a bien glissé du côté de Bastia. Exactement. Là, on a rarement assisté, moi j'ai rarement assisté à un match de foot avec autant de glissades tout au long de la rencontre. Et tu dis le dernier but, il y a une mésentente des Bastiers, oui, il y a glissade aussi. Ça a failli nous coûter très cher en début de match, mais bon, du côté Bastier aussi, ils ont été pénalisés par, on va dire, l'état de la pelouse qui a été, à mon avis, beaucoup trop arrosé. Moi, je vois que ça. Mais voilà. Allez, pose ta question. Alors la question, très bonne idée d'avoir fait rejoindre la chanson avec ce qui s'est passé samedi soir. Donc le choix d'abord d'avoir laissé Briançon sur le banc, avec donc une défense composée de Nadé et de Batou Binsika, avec un Nadé un petit peu moins en évidence. Donc est-ce que c'était le bon choix ? Oui, c'était le bon choix. Et alors, il est rentré à la fin de la rencontre, Briançon. Mais non, pour moi, c'est le bon choix. Moi, Nadé, c'est comme l'Arseneur, c'est le titulaire indiscutable depuis une dizaine de matchs. Voilà. Et j'ai pas grand-chose à lui reprocher sur cette rencontre. Oui, il a un peu glissé que les autres. Il a moins glissé, on va dire. Et puis, la faute qu'il commet sans le faire exprès... pour le penalty sur l'attaquant Bastier. En fin de compte, tu penses qu'il y a faute ? Non, mais si tu veux, c'est quand il glisse, si tu veux. C'est quand il glisse et qu'effectivement, voilà, il accroche un peu le Bastier, mais il y peut absolument rien. Et voilà, l'arbitre a décidé ainsi. Mais non, pour revenir à cette charnière centrale, il fallait la reconduire. Par contre, Attends, bizarrement, quand même, il n'a pas pris de carton et Dalloglio le sort. Pour faire rentrer. Donc, d'habitude, c'est quand on ne change pas sa charnière centrale. À ton avis, pourquoi il a fait rentrer Briançon je vais te dire ça, alors là, ça c'est... à la 80e minute. Là, j'ai aucune réponse. Je sais pas pourquoi il change sa charnière centrale. En plus, je trouve ça relativement dangereux. Mais bon, lorsque tu gagnes aussi largement, tu peux effectuer des changements. On est bien d'accord. Mais voilà. Mais la raison est là. La raison, voilà, c'est simplement le score qu'il y avait à ce moment-là. Par contre, c'est Batou Binsika qui a fait un premier quart d'heure catastrophique. Tout ce qu'il entreprenait, ça fonctionnait pas. Donc, et puis bon, il est à l'origine, en fin de compte, du penalty, puisqu'il se loupe complètement lors de la première minute de jeu. Mais voilà, pour revenir à ta question, Nadé, non, indiscutable. Batou Binsika, moi, il m'a fait peur. Mais on va revenir sur quand même l'étrangeté de ce match, parce que moi, j'ai assisté devant ma télé à un drôle de match, comme j'en vois pas souvent. Vraiment étrange.
toutes ses formes. On a parlé de l'état du terrain qui a amené des glissades, des erreurs techniques, des maladresses, des pertes de balles invraisemblables du côté stéphanois. On n'était pas habitué. On n'est plus habitué à ce genre de foot. Et puis une ouverture du score contre le cours du jeu qui change quand même la donne avec ce corner tiré de façon enveloppée. Et avant qu'il aille dans les buts, il y a un rebond. Il y a un rebond, c'est un truc de fou. C'est-à-dire il y a à la fois les attaquants stéphanois et à la fois les défenseurs bastiais qui n'ont pas touché le ballon. Donc voilà, et ça change quand même pas mal le match. Et puis après, il y a encore l'arbitrage lunaire, invraisemblable. Essayons d'avoir des thèmes tout au long de la rencontre qui font l'effet de jeu de cette rencontre et qui changent quand même pas mal la donne, puisque juste avant la mi-temps, les Verts obtiennent un penalty plus que généreux, parce que là, pour moi, il n'y a jamais faute. Et en plus, il hésite. En plus, il y a un ballon. C'est pour ça que les Bastiais ont porté une réserve. Voilà, c'est sur le deuxième, je crois, où il y a un ballon. Non, mais sur celui de Saint-Etienne, oui, t'as raison. Oui, sur l'action de Mboukou. Ouais. Sur l'action qui donne le penalty de Mboukou. Oui. Donc, et c'était pas la première fois. Alors que c'est une stratégie, on le sait, nous, que jeter un deuxième ballon sur le terrain, c'est parfois pour venir signifier à l'arbitre qu'il arrête l'action. C'est interdit d'avoir deux ballons. Donc parfois, c'est les Bastiais eux-mêmes qui provoquaient cette situation. Oui, ils l'ont fait plusieurs fois dans le match. Ils l'ont fait plusieurs fois. Je crois qu'à la 20e minute de jeu, il y a une première occasion stéphanoise. Pas une première occasion, une intrusion dans la surface de réparation et il y a un ballon qui rentre. Mais maintenant, personne n'est dupe, quoi. Donc, voilà, donc le match a été arrêté. L'arbitre, le quatrième arbitre allait voir l'officiel et s'est passé au micro, comme quoi, il fallait pas recommencer. Ils ont recommencé. Et ils ont recommencé au moment où il y a ce penalty. Et tu penses qu'il y a la réserve des joueurs bastiais qui vient juste après avec un imbroglio. Mais tu penses que le ballon il vient des tribunes ? Oui, il vient des tribunes, il vient de... Oui, il vient des ramasseurs de balles. Il y a personne... c'est soit les ramasseurs de balles, soit les tribunes. Mais de toute façon, ça venait bien du côté de Bastia, c'est sûr. Mais bon, quand c'est les supporters, tu peux te dire, bon, ils sont tout simplement idiots. Mais si c'est les ramasseurs de balles, à mon avis, quelqu'un leur dit bien d'envoyer. En tout cas, ça fait vraiment on a assisté vraiment à un match très étrange et avec une prestation plus que moyenne des Stéphanois, notamment au cours de cette première mi-temps où il y a eu quand même énormément d'erreurs techniques. Alors justement, si on va faire thème par thème, l'arbitrage, tu l'as dit, donc on est d'accord qu'il n'y a pas de penalty ni d'un côté ni de l'autre. Pareil, oui. Ouais, donc on est d'accord. Est-ce que le deuxième vient faire compensation ? Alors le premier, il hésite, c'est l'arbitre de touche qui lui signale. Non, c'est le deuxième. C'est sur le deuxième qu'il hésite. Et que c'est l'arbitre de touche il se tourne vers l'arbitre de touche. Au début, il siffle pas penalty. Non, il signe comme ça. Et après, oui. Et après, il revient, mais en une seconde et demie, il change d'avis étrangement. Sur l'arbitrage, rien d'autre à dire, à part qu'il s'est trompé dans les grandes largeurs. Ah, mais il a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Alors, on ne le connaissait pas, Monsieur Galoust, mais ça a été catastrophique, vraiment à tout point de vue. Donc, c'est vrai que nous, on revient avec une victoire large, mais ça ne traduit pas, en fin de compte, le match moyen, et notamment le premier tiers de cette rencontre qui était quand même limite côté stéphanois. Et on revient avec 4 pions. En plus, on soigne notre goal average. Victoire clinique, quoi. Bien sûr. Victoire clinique. Et est-ce que c'est mérité effectivement sur le nombre d'occasions, mais c'était vraiment un match bizarre.
Est-ce qu'on n'a pas en ce moment la réussite, tu vois, de l'équipe qui va monter, quoi? Souvent les équipes, alors je voudrais pas nous porter la poisse, hein, on est d'accord, mais on est qu'à 2 points de la seconde place, donc bon, c'est envisageable. Et est-ce que c'est vrai quand on se regarde ce match, dans plein d'éléments, un peu le côté chance, un peu, on va dire l'Arseneur qui sort le penalty au bon moment. Est-ce que c'est pas la chance de l'équipe, quoi, enfin la réussite tout simplement? Est-ce que la SSE doit pas sa victoire à la réussite, à sa réussite? Si tu as la réussite plus le talent, comme l'Arseneur, hein, parce que l'Arseneur, c'est pas la première fois qu'il nous sauve les rencontres, et notamment donc là dans l'entame de match, quand même, c'est énorme ce qu'il effectue, hein, parce que il est cadré, hein, le penalty, hein, donc c'est l'Arseneur qui la sort, donc là, tu as le talent mélangé à la réussite, et ben ouais, tout nous sourit actuellement. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur une très bonne dynamique. Malheureusement, il y a la trêve internationale qui arrive. Il va y avoir une certaine coupure. Ça, c'est ce que je regrette. Mais on est en pleine réussite en ce moment dans beaucoup de domaines. Et c'est vrai qu'une fois de plus, samedi, on l'a vu. Et donc, en fin de match, Dalloglio a dit que le tournant du match, c'était le penalty arrêté par l'Arseneur. Est-ce que tu partages cette idée? Ouais. Pourtant, c'est au bout d'une minute. Et oui, mais tu es à Bastia, c'est toujours un contexte hostile. C'est pas évident d'aligner des bons résultats en Corse, hein, que ce soit à Bastia ou à Ajaccio. Et effectivement, si tu es mené 1-0 et puis tu es pris à la gorge, c'est-à-dire il y avait un pressing assez fou, il y avait de l'engagement du côté corse, et jusqu'à maintenant, les Stéphanois, ils sont pas trop habitués à ce genre de contexte. Donc, justement. Et en plus, la pelouse faisait qu'ils n'arrivaient pas à tenir debout, les Stéphanois. Oui, si tu es mené 1-0 au bout d'une minute et qui continue le pressing, tu peux avoir un deuxième pion, et après un deuxième pion, va essayer de revenir avec une défense bastiaise regroupée. Donc oui, effectivement, je rejoins de l'huile sur sur le contexte, sur cette analyse. Sur le contexte bastiais, j'ai vu que certains commentateurs étaient un peu énervés de voir le public et les joueurs chahuter un peu Mboukou, hein, alors qu'il a marqué le penalty. Comment t'analyses ça? Est-ce que tu mets vraiment la faute sur le public? C'est mon coup de tête. Voilà. Ah, tu reviendras tout à l'heure. J'en dis un mot. Vas-y. De mon côté, je sais pas si tu penses la même chose, mais c'est bien si on pense pas forcément la même chose. Mboukou, a priori, fait pas grand chose de mal, si ce n'est qu'il cherche la caméra et l'appareil, le photographe du club. Donc les Bastiais l'ont pris comme un chambrage devant leur tribune. Après, c'est vrai qu'on aime beaucoup, c'est un jeune joueur. T'es à l'extérieur, tu mènes 2-0, donc t'as le match en poche. C'est peut-être le moment où il faut pas venir réveiller le Bastia. Bon, je pense que tu vois, Sissoko l'aurait pas fait. Si Sissoko tire le penalty avec son expérience, eh bien, je pense qu'il va célébrer avec son public, ou il va vers le COP stéphanois, mais il va pas venir derrière. Donc c'est un petit manque d'expérience quand même, je dirais. Même si on fait ce qu'on veut, mais voilà, après les Corses, ils ont les défauts de leur qualité. On les aime bien aussi pour ça, parce que ceux qui viennent sur le continent, ils amènent cette grinta avec eux aussi, et ce fort caractère. Donc il y a aussi ça qu'on aime. Bon, tu me diras si tu partages tout à l'heure pendant les coups de tête. Tout à fait. Alors justement, on va changer. Tu veux peut-être passer un petit morceau avant de revenir sur les joueurs. Il y a quelques joueurs sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Ouais, ben écoute, on va passer un premier morceau.
dans cette émission Rock and Foot. Alors j'ai de quoi faire. J'ai passé des jeunes rockers. Ils ont commencé à l'âge de 12 et 14 ans. Ils ont fait des premières prestations live. Ils ont fait quelques titres qui a amené un album. Ils étaient vraiment très jeunes et ils sont évidemment de l'île de Beauté. Il s'intitule le duo The G. The G, le G. Et il y a plusieurs titres. Là, je vais vous passer Ma Jolie, qui est leur dernier titre musical. J'appartiens à la race des libres, je n'attends pas qu'on me délivre. Jolie, dans le regard de tes filles, comme si elles m'ouvraient leurs livres. The G, voilà, c'est des jeunes, alors ça envoie du lourd. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça envoie du lourd. Et en plus, il aime bien Olivier, ça chante en français. Donc voilà pour le morceau musical. J'en passerai un autre tout à l'heure, issu aussi de l'île de Beauté. Retour à l'actualité footballistique avec cette belle victoire stéphanoise en terre corse, et on est sorti en fin de compte de ce piège. Ouais. Le piège corse. Exactement. On est sorti avec le contexte qui est toujours un petit peu le même, avec de l'intensité chez les Bastiais et puis là l'état du terrain avec des glissades à n'en plus finir tout au long de la rencontre. Alors on va revenir sur les joueurs. Alors, on a oublié de dire qu'il manquait un joueur assez important, 2 joueurs même, parce que Charbonnier n'était pas sur le terrain en raison d'une clause dans la vente de ce joueur. Voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas là face à son ancien club. Et puis Tom Ducrot aussi au milieu de terrain, je trouve qu'il a beaucoup manqué côté Bastier. C'est vrai que le papy qui occupait le poste de milieu de terrain était un peu seul là. D'ailleurs, il a souffert à la fin. C'est lui qui offre même le 4e but, si mes souvenirs sont bons. Alors on va revenir surtout sur les Stéphanois. Ce que je te propose, c'est de choisir 3 joueurs sur lesquels on a envie de revenir. Pour ma part, ce sera Léo Petro, Irvine Cardona et Mboukou. J'ai pas son prénom. Dis donc, tu l'as toi? Le prénom de l'ancien Rémois. Non, il y a plus. On s'en fout du prénom. On a bien compris. Nathanaël, dis donc. Nathanaël, c'est ça. Et de ton côté? Eh ben moi, je vais prendre Sissoko, ouais. l'Arseneur. Bien sûr. Qui change absolument tout. Et je vais garder Cardona. Parce que. On va commencer par lui alors. Ouais, parce qu'il est buteur. Il a été patient et il a marqué un magnifique but. Exactement. Tu as dit trou de souris tout à l'heure, tu as employé ça, mais c'est vraiment une frappe clinique. J'ai parlé de frappe cachée un peu, de victoire clinique un peu, parce qu'on a marqué dans des moments où des fois on s'y attendait pas, et dans le temps où on ne s'y attendait pas, juste avant la mi-temps, grâce à ce penalty généreux. Mais même en deuxième mi-temps, on a eu des occasions et on n'a pas tardé à inscrire le 3e but et le 4e but. Et Cardona, moi, cette frappe-là, à l'entrée de la surface, à 22 mètres, on va dire, elle est magnifique. Ouais. Puis elle cloue le score et le match. Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il a gardé le niveau. Enfin, c'est un des seuls joueurs, je trouve, qui a gardé le niveau de la Ligue 1. Bon, il s'est un peu perdu en Allemagne, qu'il n'était pas forcément titulaire. Je sais pas, peut-être qu'ils ont eu plus de mal à lui faire prendre confiance. Dalloglio le connaît très bien, donc il l'a aidé, il l'a connu. Et puis, il faut pas oublier que c'est un joueur brestois, et on s'aperçoit que Brest, c'est pas un si petit club que ça. Ils vont peut-être se qualifier pour la Champions League. Donc voilà, Dalloglio et Cardona sont connus là-bas.
Peut-être se connaissent aussi géographiquement, je sais pas si ils sont pas du même coin, enfin bref. Mais c'est vrai que cette frappe, alors le gardien est peut-être un peu masqué, mais c'est un vrai buteur, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas alors des buteurs de surface, on connaît. On a essayé Charbonnier, on sait très bien que c'est Sissoko dans son style aussi, mais c'est un autre style de buteur, je trouve. C'est un buteur qui flaire les bons coups, c'est un buteur qui joue, qui peut aussi jouer sur le côté, donc c'est assez rare. On en a déjà parlé, donc voilà, on souligne tous les deux le très bon passage de Cardona. Souhaitons qu'il soit comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je te laisse. Illustre la bonne dynamique des Stéphanois. Hein. Comme quoi, notre mercato, sur cette rencontre-là, avec Mboukou et Cardona, voilà, on a déjà 3 buts pour cette rencontre. Hein. C'est des joueurs qui sont arrivés. Et je rajoute Masson. Qui fait à part une erreur par match, une erreur début de une grosse cagade de par rencontre, match, mais il en a encore fait une. Sinon il répond présent à chaque match et ça change quand même pas mal la donne. Alors, statistiquement, Cardona, c'est quand même 5 buts et une passe décisive sur les 6 derniers matchs. Hein. Impressionnant. Ouais, que ça continue comme ça. Oui, j'ai parlé moi d'un autre attaquant, c'est Sissoko, parce que voilà, on revient avec 4 buts. On a inscrit 4 buts et Sissoko n'a pas marqué. Alors oui, il a pas voulu frapper le penalty. Il a donné le ballon à Mboukou, puisque c'est Mboukou qui a créé, on va dire, la faute, la non-faute, quoi. Donc il lui a laissé le ballon, mais Sissoko ne marque pas depuis un certain temps. Et voilà, ça pose un petit peu souci. Alors il s'est créé une occasion, hein, il a fait une belle frappe à un moment donné, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose à faire au cours de cette rencontre. Dans ce rôle de pivot, il n'a pas été étincelant. Et puis, je trouve que t'es un peu dur parce que déjà il a montré de l'altruisme et je trouve que c'est rare et que c'est à souligner. Et deuxième chose, je trouve qu'en défense il a vraiment gêné les Bastiers. Il a récupéré quelques ballons qui ont permis d'aller avoir des occasions. Donc c'était une tâche un peu ingrate. Et puis c'est vrai je l'ai dit tout à l'heure, c'est un attaquant de surface, donc quand il marque pas, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Bon, voilà, c'est que ça fait quelques matchs qu'il n'a pas marqué, qu'il est pas. Moi, je trouve qu'il n'est pas vraiment convaincant. Mais donc voilà, j'ai mentionné Sissoko et je vais terminer par le meilleur vert depuis longtemps. C'est notre portier Larsonneur, qui est simplement énorme et à qui on doit de match en match les 3 points, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'on le met au même niveau que Ruffier sur les 2-3 derniers matchs là? Ah oui, là, sur les rencontres de Ligue 2, oui. Puisque c'est un peu la référence. Ah oui, il remporte, regarde, face à Auxerre, si on tient ce résultat, c'est grâce à lui. Hein. Il sauve 2 occasions énormes bourguignonnes. Là, il sort un penalty qui change quand même la rencontre. Donc oui, tu veux le comparer à la Ruffe sur ce qu'il a porté sur certains matchs. C'est la Ligue 2, mais voilà, c'est la Ligue peut-être c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est que Ruffier c'était en Ligue 1 et contre les grosses cylindrées de l'époque. Mais c'est vrai que oui. Alors peut-être la moustache à améliorer, c'est vrai que c'est assez moche, mais à part ça. Mais on s'en fout, ça. Alors de mon côté, je voulais parler de Léo Petro, puisque c'était un peu le retour du monistrolien dans l'équipe. On avait dit que il y aurait pas trop de surprises, ça serait sûrement lui. Donc c'est un de ceux qui a le moins glissé, j'ai trouvé. Peut-être j'ai un manque de souvenirs à ce niveau, mais il avait du 18 pointé. Je sais pas, mais sur les terrains de Haute-Loire, on sait qu'il faut mettre des crampons, tu l'as vu dimanche. Ouais. Et donc il était peut-être plus habitué. Non, il sauve un ballon sur sa ligne et puis j'ai trouvé qu'il était assez en jambes et il est rapide sur l'attaque. Il casse des lignes parfois et c'est vrai que je pense qu'il va rester sur ce côté gauche. Et Masson passer côté droit pour quelques matchs encore en attendant que Apia revienne s'il revient d'ici la fin. Ouais, Apia, il faut aussi souligner qu'il y en a pour au moins un mois. Hein. Ouais, d'accord.
Alors avec la trêve, bon, il est là encore là 1 ou 2 matchs. Et puis je voulais parler de donc Nathanaël Mboukou qui lui aussi, Dalloglio, il a mis de l'huile dans ses pâtes. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a redonné confiance. Et on voit un joueur un peu transformé, surtout après le but qu'il a marqué là. Moi j'ai des doutes sur sa capacité à briller comme ça à tous les matchs, parce que parfois il est un petit peu en dedans. Je trouve qu'il est pas très il est pas proactif, je trouve, contrairement à Cafaro. Cafaro est bien meilleur quand il est en forme. Mais c'est vrai que il est lui aussi comme Cardona, il me surprend. Il prend confiance et il est surprenant, et c'est peut-être la réussite. Alors, en tout cas, il a fait une belle rentrée. Ouais. Et puis en remplaçant Cafaro, tu vois, il a été déterminant, l'ancien Rémois. Alors c'est vrai que c'est 2 joueurs prêtés par le même club, hein, donc on va voir. Hein, mais c'est vrai que surtout Cardona, s'il pouvait rester dans la maison verte, ça serait pas mal. Prêtés par le même club, tu veux dire? Oui, les 2 joueurs là sont prêtés par Augsbourg en Allemagne. Ah oui, d'accord. Donc il faut les caresser dans le sens du poil, les dirigeants allemands. Ouais. Moi j'ai une question, Olivier. Tu parlais de Petro. Donc Petro à gauche, Masson à droite. Alors Masson est plus à l'aise sur l'autre côté, mais bon, voilà. Mais si Masson, sur les prochaines rencontres, est suspendu ou voire blessé, je ne souhaite pas, on fait quoi en défense? On fait comment? C'est vrai que Petro, lui par contre, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu jouer à droite. Non. Il est gaucher, pur gaucher. Mais voilà, il pourra peut-être jouer à droite et notre ami marocain à gauche. Bentaïg, ouais. Pourquoi pas? Oui, mais c'est pas des défenseurs, c'est plus un piston, c'est ce qu'on avait dit. Non, mais si tu me dis, mais... ouais, moi c'est ça qui... Si j'ai 10 secondes pour le décider, voilà. je fais Masson, jouer comme ça. Il peut prendre des cartons rapidement, contrairement peut-être à Petro. Mais voilà, si Masson loupe 1 ou 2 matchs, on fait quoi ça me plaît, sur un couloir, quoi. Ça me plaît, Marco, t'es en train de te poser des questions sur la défense. Moi, j'adore ça. Et oui, parce qu'on a Apia et donc il n'est pas prêt de revenir. Donc il nous reste simplement Petro et Masson, et il n'y en a pas d'autres. Après, tu peux toujours, on a Briançon qui peut revenir dans charnière, et puis tu mets un Nadé ou Batou Binsika. On peut trouver des solutions. On peut refaire descendre Mouefek aussi en latéral, et ça a déjà été fait, hein, Mouefek au poste de latéral. Mais tu as raison, je pense que Batou Binsika peut jouer latéral. Voilà. Aussi. Mais voilà, c'est une question qu'on peut je crois que tu viens de trouver la solution. Tu fais glisser Batou Binsika à droite, et tu fais rentrer Briançon. Bon, une chose est sûre, c'est qu'après avoir largement emporté cette victoire de la 29e journée, la SSE accède à la 3e place et sur le podium de ce classement de Ligue 2 Becté, et surtout revient à seulement 2 points d'Angers qui a perdu, et a dépassé Laval qui a perdu. Donc ces 2 clubs que je viens de citer ont perdu à domicile. Donc toutes les planètes se sont alignées ce week-end pour les Stéphanois. On parlait de réussite, ben voilà, on est sur une bonne dynamique. C'est pas le cas de tous les clubs. Là, maintenant, il nous reste 9 journées. 9 journées, on est à 2 points d'Angers. Il faut savoir que la 2e place, elle est synonyme d'accès à la Ligue 1. Sont-ils capables de le faire, d'aller chercher cette 2e place, Olivier? Déjà, mathématiquement, dès le prochain match, ils peuvent doubler les Angevins. Hein. Donc mathématiquement, il n'y a pas besoin de 9 journées. Même s'il restait qu'une journée de championnat, bon, ce serait possible. Angers aurait tout intérêt quand même à faire au moins match nul. Il faut voir le goal average après, mais c'est vrai que oui, là mathématiquement ils peuvent même revenir vers Auxerre. Pour moi, il y a trop de points, et puis Auxerre, je trouve que ils ont vraiment le profil du champion, hein, parce que quand ils font des mauvais matchs, ils font quand même match nul, et puis derrière ils enchaînent par une victoire.
Alors qu'Angers, ça va beaucoup moins bien, y compris à la maison. Donc c'est vrai que les Angevins, ils s'inquiètent, ils ont raison de s'inquiéter. Alors moi, j'ai pas envie de déclencher le karma et de commencer à chanter sur tous les toits que on a un tapis rouge devant nous qui nous mène à la Ligue 1. Surtout pas, tu vas jamais m'entendre dire ça. On vient de passer un mois où tout nous a souri, et peut-être que le mois d'avril, pardon, ce sera l'inverse. Donc dans 3 matchs, on peut se retrouver 10e. Donc je crois qu'il faut pas trop chanter ça sur tous les toits et se concentrer sur le prochain match. Et les barrages, pour toi, c'est pas acquis encore? Alors les barrages, c'est jusqu'à la 5e place. Il y a Coxer qui est monté, mais ils nous ont affrontés et nous, on sait dans quel état on était lors de ce match, que ce soit autour du club et puis même l'effectif. On se rappelle dans quel état était l'effectif lors de ce barrage Saint-Étienne-Auxerre. Mais mis à part eux, l'équipe de Ligue 2 n'est jamais montée là, parce que on va le dire pour ceux qui ont oublié, c'est-à-dire que le 5e joue le 4e, le vainqueur de ce match joue contre le 3e et le vainqueur de ce match joue contre le 16e de Ligue 1 qui pendant tout ce temps, lui, s'est reposé alors que les équipes de Ligue 2 ont joué tous les 3 jours. Donc il faut éviter absolument cette place de 3e. Alors si on la chope, on va essayer. Le 5e, tu veux dire? Je veux dire de 5e ou 4e. 5e, ça serait 3e, ça serait mieux quand même, t'évites un match. Ouais. C'est ce qu'avait fait Auxerre, je crois. Mais non, là elle nous tend les bras cette deuxième place et ça permettrait de préparer la Ligue 1 avec un peu plus de temps et de calme, parce que le barrage, ça nous amène très loin dans la fin de saison. On va passer peut-être à un deuxième morceau musical issu de l'île de Beauté. Ça sera Casablanca Drivers, que j'avais déjà passé au match aller, mais là c'est un autre titre. Là c'est le titre Redman. Ça groove du côté des insulaires corses avec le titre Redman de ce groupe Casablanca Drivers. Retour dans l'émission Coup de tête et on va tout de suite enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors, concernant la prochaine journée, donc ça sera la 30e journée, ça va se passer dans le Nord et plus précisément à Valenciennes. Il faut savoir que le club du Hainaut totalise 17 points après 29 journées et compte pas moins de 16 points de retard sur le premier non relégable, Bastia. Voilà. Valenciennes se déplacera, il faut savoir aussi, à Lyon, 2 ou 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, après Valenciennes-Saint-Étienne, il y aura un certain Lyon-Valenciennes pour la demi-finale de Coupe de France. Donc oui, c'est les derniers représentants de deuxième division, Valenciennes, et ils font un bon parcours, mais c'est catastrophique pour le championnat, hein. Tout simplement, ils ont simplement 2 victoires depuis le début de saison, donc c'est compliqué pour les nordistes. Ce match aura lieu le 30 mars prochain à 15h, hein, n'oubliez pas, hein, c'est, chers auditeurs,
si vous pouvez pas vous déplacer, et je peux le comprendre parce que c'est pas à côté, eh ben vous pouvez toujours vous brancher devant Bein à 15h. Donc avant cela, la trêve internationale va permettre aux joueurs qui ne sont pas sélectionnés de souffler, et bien de préparer ce déplacement. Saint-Etienne a justement plusieurs joueurs qui connaissent des petits pépins. Un Cafaro qui est sorti, et voilà, profiter de cette trêve pour récupérer certains joueurs, notamment Lamine Fomba, victime d'une entorse à la cheville à l'entraînement il y a une dizaine de jours. Et même chose du côté de Valenciennes qui s'est incliné donc lourdement ce week-end du côté de Guingamp à l'occasion de la 29e journée. C'était 3-0, ils en ont pris. Et voilà, Par contre, auparavant, ils étaient restés sur plusieurs matchs sans prendre de but. Parce que ils ont changé d'entraîneur, ça faut le dire. Ils avaient commencé, il y a eu une petite erreur de casting avec un coach espagnol qui a été venu avec des idées de jeu très très marquées, façon Barcelone, un adepte de Guardiola et de la Masia, et puis ça n'a pas fonctionné. La greffe a pas pris du côté de Valenciennes, et du coup ils ont recruté un entraîneur beaucoup plus du cru, sans beaucoup d'espoir de se maintenir, mais depuis quand même ils ont quand même fait 0-0 chez eux face à Auxerre, il faut le dire, et aussi c'était là-bas. Oui, à Auxerre, tu as raison, pardon, c'était à Auxerre. Très juste, Marco. Et par contre ils ont chez eux 0-0 face à Angers. Ouais. Donc ils ont affronté les deux premiers du classement coup sur coup, ils n'ont pas pris de but. Donc maintenant ça serre les boulons, et on l'a vu aussi en Coupe de France. Ouais. Pour donc, Lyon ne va pas se régaler non plus. Et ils seront aussi, ils pourront pas compter sur leur jeune défenseur Jordan Poa pour cette rencontre face au Vert. Donc n'oubliez pas, alors il y aura pas d'émission coup de tête la semaine prochaine puisque c'est la trêve. Et le prochain match qu'on analysera, c'est cette rencontre qui aura lieu donc le 30 mars à 15h face à Valenciennes. On passe tout de suite au coup de tête parce qu'on est très en retard, Olivier. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur très rapide sur le goal average, le beau goal average de l'AS Saint-Etienne, qui a quand même, c'est pas la meilleure attaque, mais 36 buts. Et puis, ça c'est bien, marquer 4 buts c'est rare, donc un petit coup de cœur pour l'attaque stéphanoise. Et ouais, mais je te rejoins avec le classement, parce qu'on a une super défense, on a amélioré notre goal average, on prend pas de but, tout va bien, et puis le fait de retrouver le podium, donc ça c'est un gros coup de cœur. Sinon, il y a un rendez-vous pour l'anniversaire, tu sais, pour la réception des Bretons Concarneau. Il y a déjà plus de 24 000 billets vendus, donc si vous voulez vous déplacer pour cette rencontre qui aura lieu une fois de plus à 15h un samedi, donc dans 3 semaines. Il y a un appel aux supporters, et à Saint-Etienne il y a des affiches, il y a, dès 9h du matin, il y a plein d'animations pour fêter les 90 ans de la SSE. Donc voilà, il fallait en parler. Et si une bonne nouvelle, c'est Ibra qui a repris l'entraînement il y a quelques jours. Le pauvre qui a eu une sale saison, il a été titulaire 2 fois et il s'est blessé 3 fois. Tout au long de la saison. Ouais, donc voilà, il a repris l'entraînement. Donc c'était un coup de cœur, et on passe tout de suite au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Je reviens sur... je pense qu'on va parler de la même chose, mais moi je vais aller beaucoup plus au sud, en Turquie. Peut-être vous avez vu ce qui s'est passé sur un stade de Turquie où des spectateurs sont rentrés et ont dû en découdre. Les joueurs ont dû en découdre avec le public. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer au vestiaire. Et par contre, on a vu vraiment des gestes... hallucinant, un joueur qui frappe plusieurs fois un spectateur, en cas de légitime défense, mais ça fait plusieurs fois que du côté de la Turquie, il y a ce genre de choses, et si on le rapproche, alors bien sûr il faut pas d'un côté minimiser, mais si on le rapproche de ce que l'on voit en France, heureusement, on touche du bois, on est très loin de tout ça en France, heureusement.
Ok, moi je vais revenir sur les Verts et la rencontre de samedi avec bon, j'ai parlé d'arbitrage lunaire, mais c'est vrai que c'est assez fou. J'ai pas apprécié donc la célébration de Mboukou. Alors c'est sur penalty, déjà les célébrations. Je trouve ça, c'est assez limite. Et là, c'est vrai que c'était pas bienvenu parce que déjà le penalty il y est pas. Alors il le marque, c'est une très bonne chose. Mais après, il fait tout un cirque. Enfin, il fait tout un circuit pour aller rejoindre donc le photographe officiel de Saint-Étienne. Tout ça parce que c'était son anniversaire et voilà, il faut le savoir que. Il a fait tout un pataquès pour faire ce genre de célébration. Moi, je trouve que c'est malvenu et c'est une erreur pour moi. Je n'ai pas apprécié aussi pendant cette rencontre les lancers de ballon dans la surface au cours de la première mi-temps qui gâchent en fin de compte le truc. Voilà, j'ai pas apprécié ça. Et l'état de la pelouse, parce que, comme je l'ai dit au début, moi j'ai rarement vu autant de joueurs de foot glisser, chef. Voilà. Et puis la trêve internationale qui a un coup de tête parce que on est sur une bonne dynamique, il va y avoir une coupure, j'espère et je souhaite fortement que ça va pas avoir de conséquences dans le beau parcours de Saint-Étienne, mais voilà, elle arrive pas quand même au bon moment. Et puis bien sûr le retour de l'OL qui grappille des points de journée en journée, un peu comme nous. Mais bon, moi ça me plaît pas. Évidemment, supporter stéphanois. Voilà, j'en ai terminé pour cette émission. Je pense avoir fait le tour. On retrouve Eric dans 2 semaines pour analyser. Qu'on salue, j'espère qu'il en profite à Geoffroy Guichard et on se retrouve tous les trois pour analyser, décortiquer cette rencontre Valenciennes-Saint-Étienne 30 mars 15h. D'ici là, allez les Verts. Allez, bonne quinzaine et allez les Verts.